En 1900, dans les années 1940, hein, la guerre civile d'Espagne est terminée. Hein, beaucoup de républicains espagnols sont du côté français et sont souvent dans la montagne. Ce sont des guerrilleros qui se sont battus. Et je commence par ça. Quand vous avez vu tout à l'heure le pont, vous savez ce magnifique pont, hein, il est très beau le pont d'Escottes. Alors figurez-vous que en 1941, voilà, en 1941, lorsque les républicains espagnols se battaient à côté des résistants français contre les Allemands, alors il a surgi une petite polémique, c'est-à-dire que les Français voulaient à tout prix détruire ce pont. C'était le seul moyen pour empêcher le tungstène, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin je vous le dirai après, hein, pour empêcher le tungstène d'aller vers l'Allemagne. L'histoire du tungstène, ça mériterait tout un véritable concours. Hein. Bon, donc, à ce moment-là, les Français ont dit, le seul moyen pour pas que le tungstène passe, c'est de détruire purement et simplement la voie. Et les guerrilleros, alors que eux, c'était l'action directe, hein, les guerrilleros espagnols se sont opposés parce qu'ils ont dit, ah non, on ne touche pas à ce pont parce que ce sont nos parents ou nos grands-parents qui l'ont construit. Donc vous voyez, si ce pont existe tel que, c'est parce que les Espagnols, les guerrilleros espagnols, se sont opposés. Il faut vous dire que dans les guerrilleros espagnols, il y avait un qu'on appelle l'Esquinazao, qui était natif de Canfranc et qui est devenu un capitaine très important dans les résistants, hein, parmi les résistants. Donc voilà comment on a sauvé ce pont. Hein, ça en a fallu de peu pour que ce pont disparaisse. Et donc, bien avant la chute du pont de l'Estanguette, vous êtes quand même au courant du pont de l'Estanguette, qui est parti en fumée, un vendredi saint du 24 mars 1970, à partir de 1970, il n'y a plus de train entre Pau et Canfranc. Simplement parce que, bon, le train a déraillé. Les théories sont diverses. La SNCF donne une théorie, il avait gelé, il n'avait pas, comme par hasard, il n'avait pas de sable pour empêcher les roues de dérailler, enfin de patiner, et donc le train a pris de la vitesse et donc a déraillé en emportant le pont de l'Estanguette, qui aurait pu être reconstruit tout de suite après, mais qui ne l'a pas été, et à ce jour, vous voyez la polémique qu'il y a, hein, car on aurait pu le reconstruire, et la ligne aurait pu continuer. Donc, comment est né ce film? Alors ce film est né d'abord de l'histoire de Canfranc comme gare qui a permis à Hitler de pouvoir obtenir de l'Espagne et du Portugal le tungstène nécessaire pour blinder les armes. Tous les historiens sont d'accord. Si Franco n'avait pas donné l'accord à Hitler pour transporter ce tungstène, la guerre de 40 aurait fini beaucoup plus tôt. Hein? Bon, c'est-à-dire que Franco, même s'il dit qu'il n'a pas aidé Hitler, hein, il a aidé à plusieurs reprises, mais là, il a aidé énormément puisqu'il a permis que des tonnes et des tonnes de tungstène passent. Alors, il fallait que Hitler paye ce tungstène au Portugal et à l'Espagne. Donc, il a payé comment? Eh bien, il a payé avec l'or qu'il avait, évidemment, qu'il avait pris dans les banques centrales, mais également, ce qui est encore plus grave, il avait pris l'or tous les juifs. Lorsqu'ils étaient arrêtés et qu'ils arrivaient dans les camps de concentration, on leur prenait tous les bijoux qu'ils avaient, et donc c'est cet or qui a été fondu et qui a été transformé en, comment dirais-je, en lingots. Et ce sont ces lingots que par la Suisse, tout se passait comme ça, c'est par la Suisse que Hitler a permis, exactement par la frontière de Bellegarde à Canfranc, il y avait un train
Hein, et c'est ce train qui transportait donc l'or, qu'on a dit l'or. Combien? On n'en sait rien. On sait d'une manière sûre, parce qu'on a trouvé des papiers, hein, tout à fait par hasard, mais là encore, il faudrait lire le livre que j'ai traduit moi et qui s'intitule Canfranc et l'or des nazis, ou après Canfranc, nid d'espion. Alors, le premier livre raconte donc, c'est toute l'histoire de l'or. Et donc, on considère qu'il y a 85,6 tonnes d'or, dont on est sûr, parce qu'on a trouvé des papiers, même pas les originaux, des papiers pelures. Vous savez, ces papiers pelures que l'on met dans les machines doubles. Alors, c'est sur ces papiers qu'on a trouvé donc le chiffre. On sait, et dans le livre, moi j'ai répertorié, j'ai même fait un tableau qui n'existait pas dans la version espagnole, hein, parce que j'ai eu d'autres documents depuis. Hein. Alors, j'ai fait un tableau où je marque tel jour est passé par Canfranc une tonne d'or. Destination Portugal ou destination Espagne. Tel autre jour, une tonne 500. Tel autre jour, autrement dit, Canfranc a été une gare extrêmement florissante. Et quand on me dit que Canfranc n'est pas rentable et qu'on voit les quantités de produits qui sont passés par Canfranc pour le commerce, parce que là je vous parle de l'or et du tungstène, mais je ne vous parle pas des oranges, je ne vous parle pas du vin, je ne vous parle pas de l'huile, je vous parle de tous les produits que l'on pouvait envoyer, surtout là encore, hein, pour nourrir les soldats allemands. Donc, ce film sur l'or de Canfranc a eu un énorme succès. Le film s'intitule Canfranc et le tungstène. Il a été fait par un Français, hein, et on l'a présenté dans beaucoup d'endroits. On l'a présenté à Bordeaux, on l'a présenté à Toulouse, à Utopia. Bon, c'est un film qui a soulevé un petit peu les consciences. Voilà. Ensuite, il y a une dame, le jour de la présentation du livre, du premier livre, une dame qui s'est approchée de l'auteur et qui lui a dit « Mais dites, monsieur Ramon, là où vous mettez un point final, moi je mettrai un point à la ligne, parce qu'on peut continuer. » Ramon lui a dit « Mais qui êtes-vous » ?»« Je m'appelle Lola Pardo. » Vous allez vous en souvenir pour le film après. Lola Pardo. Et qui était Lola Pardo? Lola Pardo a été une des espionnes chargée de porter des documents que l'on recevait ici à Canfranc, et qu'elle portait, toujours par le train, hein, elle portait vers Saragosse. À Saragosse, elle remettait ces documents à un certain prêtre. Donc, vous voyez, impossible de les mettre en doute. Donc, et elle non plus, parce qu'elle était la fiancée d'un guardia civil. Donc, vous voyez, vraiment, le directeur à l'époque, M. Lelay, qui était le chef des douanes et qui était le chef du réseau, parce qu'il faut vous dire que c'est un réseau très important, hein, un réseau d'espionnage, de résistants. Alors, M. Lelay était en communication permanente avec le général de Gaulle et avec le colonel Rémy. Je pense que ça vous dit quelque chose, le colonel Rémy. Bon, le colonel Rémy est venu à Canfranc pour signer un papier avec M. Lelay, comme quoi il avait les mains libres pour agir, etc. Donc, les documents arrivaient à Canfranc. Lola, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait à Saragosse, elle les remettait, et puis ces documents, où allaient-ils? Eh bien, ils allaient vers l'Angleterre, essentiellement, pour savoir quelles étaient les positions des Allemands. Mais, c'est pas tout. Du côté français, il y avait ici à Pau une famille qui s'appelle Monsieur et Madame Casaubon. Et ça, c'est une histoire fabuleuse, qui n'apparaît pas tout à fait dans le film de la même façon. Cette famille, la maman, était résistante. Elle faisait partie du réseau Georges France. Le mari était cheminot, mais il était aussi résistant. Mais lui, il faisait partie du réseau PIC. Deux réseaux indépendants, bien entendu. La maman, elle agissait d'un côté, le papa agissait de l'autre, et entre les deux, il y avait une jeune fille qui avait 10 ans. C'est celle que vous allez voir dans le film. C'est celle-là qui nous a permis de raconter ce film